Et si le vrai progrès ne consistait pas à aller plus vite, mais à s'arrêter juste assez pour mieux voir? Nous vivons dans une époque où l'agitation est devenue norme. Il faut être réactif, visible, efficace. Toujours faire plus, toujours aller plus vite. On multiplie les tâches, les projets, les engagements, mais quelque chose en nous s'épuise. Derrière cette course permanente, une impression persiste, celle de s'agiter dans le vide. Comme si malgré les efforts, les résultats avaient un goût d'inachevé. On avance, certes, mais sans toujours savoir pourquoi. Et si la solution n'était pas dans l'accélération, mais dans une ralentisation volontaire? Et si le calme, loin d'être une faiblesse ou une passivité, était une forme de puissance profonde, silencieuse, lucide? Une histoire familière. Noah, 34 ans, manager dans un grand groupe, incarnait le succès selon les standards modernes, promotion régulière, responsabilité croissante, planning chargé à l'extrême. Il se levait tôt, se couchait tard, répondait à tout. À l'extérieur, tout semblait sous contrôle. Mais à l'intérieur, le doute, la fatigue et l'irritation gagnaient du terrain. Lors d'un séminaire, entre deux conférences, Noah s'installa à une table isolée. Une femme plus âgée, assise là, lisait calmement. Elle n'avait ni téléphone ni ordinateur, simplement une présence tranquille. Intrigué, il engagea la conversation. « Comment faites-vous pour être aussi paisible dans ce chaos ?» Elle ferma son livre, le regarda avec douceur, et répondit « Si tu remues sans cesse une flaque d'eau, elle restera trouble. Si tu la laisses se poser, elle redevient claire. Le calme n'est pas un luxe, c'est une décision. » Noah resta silencieux, mais ces mots s'imprimèrent quelque part en lui, une évidence qu'il avait oubliée. « Cesse, et toi, tu n'as pas besoin de t'isoler du monde pour retrouver cette clarté. Ce que tu peux faire, ici et maintenant, c'est choisir une autre manière d'être au monde. Une manière plus stable, plus consciente, plus alignée. Les stoïciens nous ont légué des principes simples et profonds pour cela. Voici 10 leçons essentielles, à la fois pratiques et philosophiques, pour t'aider à retrouver ce que l'agitation nous fait perdre. La lucidité, la paix et la vraie force intérieure. Cesse de résister, commence à naviguer. Ce ne sont pas les événements qui nous troublent, mais notre jugement. Épictète. Il y a des moments où tout semble s'opposer à toi. Tu fais des efforts, tu anticipes, tu t'organises, et malgré tout, les choses échappent à ton contrôle. Une opportunité qui se ferme, un imprévu qui bouscule, une personne qui agit autrement que prévu. Le réflexe immédiat, c'est la tension, la crispation. On résiste, on s'indigne. On lutte contre ce qui est déjà là, mais cette lutte est souvent vaine. Résister à ce qu'on ne peut pas changer, c'est comme vouloir arrêter la pluie avec les mains. Cela ne fait qu'amplifier la frustration. Les stoïciens ont compris une chose essentielle, ce qui te fait souffrir n'est pas la réalité, mais l'idée que tu te fais de la réalité. Ce n'est pas l'événement qui te trouble, c'est le refus intérieur qu'il suscite. Apprendre à naviguer, c'est accepter que la vie ait ses courants, ses marées, ses vents contraires. Ce n'est pas renoncer, c'est adapter ton cap. C'est reconnaître que ce que tu contrôles vraiment, c'est ta manière de répondre aux événements, pas les événements eux-mêmes. Regarde Anna, par exemple. Elle monte un projet qui lui tient à cœur depuis des mois. Tout est prêt, mais au dernier moment, un partenaire financier se retire. Plutôt que de s'effondrer ou s'acharner à tout prix, elle fait une pause. Elle pose cette question, qu'est-ce qui dépend encore de moi? Et là, elle trouve un autre chemin. Moins direct, mais peut-être plus solide. Elle cesse de résister, elle ajuste sa trajectoire. C'est cela, l'art stoïcien de vivre. Ne pas se briser contre les faits, mais trouver la forme qui permet de traverser. La souplesse, loin d'être une faiblesse, devient une force. Tu te déplaces avec la réalité, non contre elle. Demande-toi, la prochaine fois que tu te sens en colère ou désemparé, suis-je en train de lutter contre un fait, ou contre mon attente? Si ce n'est pas entre tes mains, relâche. S'il reste quelque chose à faire, fais-le. Naviguer, ce n'est pas fuir l'obstacle, c'est comprendre comment passer autrement. La liberté commence là, quand tu arrêtes de t'épuiser à vouloir que les choses soient autrement, et que tu commences à faire avec lucidité ce que tu peux. Apaise ton esprit avant d'agir. La colère, la peur et l'anxiété ne gouvernent que si on les laisse faire. Marc Aurèle, tu as sans doute déjà réagi trop vite. Une parole tranchante, une réponse sèche, un mail envoyé trop tôt. Sur le moment tu étais sûr d'avoir raison, mais après coup, il reste un goût amer. Parce qu'en réalité, ce n'était pas toi qui parlais, c'était ta peur, ta colère, ton agitation. Les stoïciens considéraient que l'agitation intérieure est le premier ennemi de la sagesse. Ils ne cherchaient pas à éteindre les émotions,
mais à ne pas leur céder le contrôle. Une décision prise sous tension est rarement juste. Elle vient de l'instinct, pas de la clarté. Elle est rapide, mais rarement utile. Apprendre à apaiser ton esprit avant d'agir, c'est créer un espace entre ce qui t'arrive et ce que tu choisis de faire. C'est refuser d'être en pilote automatique. C'est reprendre la main sur ce que tu vas dire, décider, exprimer. Prenons l'exemple de Julien. Lors d'une réunion, un collègue critique frontalement son travail. Julien sent monter l'agacement, l'envie de répondre sèchement, mais il se rappelle une règle simple, ne pas réagir à chaud. Il inspire profondément, prend quelques secondes de silence, et répond calmement, « Je note ta remarque, j'y réfléchirai ». La tension retombe, la discussion reste ouverte. Il a gardé son intégrité. Ce calme apparent n'est pas passivité, c'est maîtrise, et cette maîtrise s'apprend. Elle commence par des gestes simples, Nisco sans le rejeter. Nommer ton émotion, je suis contrarié, je suis inquiet, tu es sporé, puis décider, est-ce le bon moment, est-ce nécessaire, est-ce utile? Marc Aurèle écrivait que même au cœur du tumulte, l'homme sage peut garder en lui un sanctuaire de silence. Ce n'est pas un isolement, mais une position intérieure, un recul salutaire qui te permet de répondre avec discernement, pas avec impulsion. La prochaine fois que tu te sens bousculé, fais l'expérience de ce silence volontaire. Ne cherche pas à avoir le dernier mot, cherche à ne pas perdre ta paix. Ce que tu diras plus tard, avec calme, aura toujours plus de poids que ce que tu aurais crié dans la précipitation. La clarté naît toujours du calme. Commence par respirer, ensuite tu verras mieux, et ce que tu feras alors sera plus juste. Aime le flux naturel de la vie. Ne résiste pas au destin. Aime-le. Marc Aurèle. Tu peux tout prévoir, tout planifier, tout verrouiller. Tu peux construire un avenir cohérent, rationnel, précis, et pourtant, la vie n'a que faire de tes prévisions. Elle a ses propres cycles, ses retards, ses coups de vent, et parfois, elle t'arrache ce que tu croyais acquis. Ce que les stoïciens proposent face à cette réalité, ce n'est pas la résignation, mais l'acceptation lucide. Ils ne disent pas « laisse-toi faire ». Ils disent « regarde ce qui est et choisis d'agir à partir de là ». Le réel n'est pas toujours ce qu'on espérait, mais il est ce qu'on a. Résister à cela, c'est s'épuiser contre un mur. L'accueillir, c'est commencer à construire à nouveau. Depuis un sol ferme. Aimer le flux de la vie, c'est aller plus loin que l'acceptation passive. C'est faire le choix intérieur de trouver du sens dans ce qui survient, même si ce n'est pas ce que l'on attendait. C'est refuser de s'accrocher aux illusions du contrôle total. Imagine Julia. Elle projette depuis des années de monter sa galerie d'art. Tout semble prêt, mais juste avant de signer un local, la vente lui échappe. Pendant quelques jours, elle rumine, s'effondre. Puis, en lisant un carnet de notes qu'elle tenait plus jeune, elle tombe sur une phrase oubliée. Le détour est parfois la vraie route. Alors elle se repose, regarde autrement, et découvre qu'un lieu plus adapté, et moins onéreux, est en fait à portée. Si elle avait refusé de bouger, elle serait restée figée dans le regret. Ce que les stoïciens enseignent, c'est cela, transformer l'imprévu en matière de croissance. Ils appelaient cela amor fati, aimer son destin. Cela ne signifie pas tout apprécier, mais ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre l'inévitable. C'est un choix de posture, je ne fuis pas ce qui m'arrive, je l'intègre, et j'avance avec. La vie n'a pas à te plaire pour t'éduquer. Ce n'est pas une punition de t'imposer des virages. C'est souvent dans l'inattendu que naît le possible. Ce qui semble te détourner de ta route, t'y ramène parfois autrement. Alors lorsque les choses déviennent, demande-toi, comment puis-je avancer, même ici? Ce n'est pas le plan initial qui compte, mais ce que tu sauras faire du présent. 3. Aime le flux naturel de la vie. Ne résiste pas au destin. Aime-le. Marc Aurèle, tu peux tout prévoir, tout planifier, tout verrouiller. Tu peux construire un avenir cohérent, rationnel, précis, et pourtant, la vie n'a que faire de tes prévisions. Elle a ses propres cycles, ses retards, ses coups de vent, et parfois, elle t'arrache ce que tu croyais acquis. Ce que les stoïciens proposent face à cette réalité, ce n'est pas la résignation, mais l'acceptation lucide. Ils ne disent pas « laisse-toi faire », ils disent « regarde ce qui est » et choisis d'agir à partir de là. Le réel n'est pas toujours ce qu'on espérait, mais il est ce qu'on a. Résister à cela, c'est s'épuiser contre un mur. L'accueillir, c'est commencer à construire à nouveau, depuis un sol ferme. Aimer le flux de la vie, c'est aller plus loin que l'acceptation passive. C'est faire le choix intérieur de trouver du sens dans ce qui survient, même si ce n'est pas ce que l'on attendait. C'est refuser de s'accrocher aux illusions du contrôle total.
Imagine Julia, elle projette depuis des années de monter sa galerie d'art. Tout semble prêt, mais juste avant de signer un local, la vente lui échappe. Pendant quelques jours, elle rumine, s'effondre. Puis, en lisant un carnet de notes qu'elle tenait plus jeune, elle tombe sur une phrase oubliée. Le détour est parfois la vraie route. Alors elle se repose, regarde autrement, et découvre qu'un lieu plus adapté, et moins onéreux, est en fait à portée. Si elle avait refusé de bouger, elle serait restée figée dans le regret. Ce que les stoïciens s'enseignent, c'est cela, transformer l'imprévu en matière de croissance. Ils appelaient cela amor fati, aimer son destin. Cela ne signifie pas tout apprécier, mais ne pas gaspiller d'énergie à lutter contre l'inévitable. C'est un choix de posture. Je ne fuis pas ce qui m'arrive, je l'intègre, et j'avance avec. La vie n'a pas à te plaire pour t'éduquer. Ce n'est pas une punition de t'imposer des virages. C'est souvent dans l'inattendu que naît le possible. Ce qui semble te détourner de ta route, t'y ramène parfois autrement. Alors, lorsque les choses déviennent, demande-toi, comment puis-je avancer? Même ici, ce n'est pas le plan initial qui compte, mais ce que tu sauras faire du présent. Car l'inquiétude est un appel à l'action. Soit tu agis, soit tu lâches prise, mais tu n'as pas le droit de rester figé. Il y a un moment très particulier, entre le choc d'un événement et la décision d'y faire face. Ce moment, c'est celui de l'inquiétude. Elle serre la poitrine, embrouille les pensées, interrompt le sommeil. Tu ressasses, tu tournes en rond, tu attends que quelque chose change, sans rien faire vraiment. Les stoïciens voyaient dans l'inquiétude un signal, pas un ennemi à fuir, mais une invitation à agir ou à lâcher. L'inquiétude n'est pas là pour t'enfermer, mais pour te forcer à choisir une direction. Ce qui te paralyse, ce n'est pas le problème, c'est l'indécision. Tant que tu restes au milieu, entre le faire et le fuir, tu te consumes. Le premier geste stoïcien face à l'inquiétude, c'est une question simple. Qu'est-ce qui dépend de moi ici maintenant? Si quelque chose peut être fait, même minime, alors fais-le. Une action, aussi modeste soit-elle, brise la spirale mentale. Elle te rend acteur, et l'action, même imparfaite, vaut toujours mieux que l'immobilité anxieuse. Prenons l'exemple de Malik. Il apprend que son entreprise prévoit des licenciements. L'inquiétude monte. Est-ce qu'il sera concerné? Que faire s'il perd son poste? Au lieu de se figer, ou de spéculer sans fin, il prend du recul. Il fait le point sur ses finances, met à jour son CV, prend contact avec quelques personnes de son réseau. Rien de spectaculaire, mais chaque geste le recentre. Il passe de l'angoisse à la lucidité. Et si tu ne peux rien faire, si la situation est entièrement hors de ton contrôle, alors, il te reste la deuxième voie, lâcher prise, pas en fermant les yeux, mais en acceptant pleinement l'absence de pouvoir. Ce que tu ne peux pas résoudre, tu peux cesser de porter seul. Lâcher, ce n'est pas abandonner, c'est reconnaître les limites de ton emprise et préserver ta paix mentale. L'erreur, c'est de rester figé, ni en mouvement, ni en renoncement, juste bloqué dans le mental. Ce terrain-là, les stoïciens te conseillent de le quitter rapidement, car il est infertile. Il use, sans jamais faire avancer. Alors, la prochaine fois que tu sens l'inquiétude te saisir, pose-toi cette question. Puis-je faire quelque chose maintenant? Si oui, agis. Sinon, relâche. Mais dans les deux cas, reprends ton mouvement intérieur, car c'est là que commence la maîtrise de soi. 5. Élimine ce qui te draine. Scroll infini, procrastination, mauvaise habitude, tout cela t'épuise sans bruit. Il existe une fatigue bien plus dangereuse que celle du corps, celle qui use l'esprit sans que tu t'en rendes compte. Ce n'est pas un grand événement qui t'épuise, c'est l'accumulation de petites fuites invisibles, des notifications incessantes, des vidéos enchaînées sans intention, des discussions inutiles, des tâches sans valeur. Petit à petit, sans le sentir, tu perds ta clarté, ta concentration, ton feu intérieur. Les stoïciens valorisaient une chose rare, l'attention dirigée. Ils savaient que ce que tu tolères dans ton quotidien finit par façonner ton esprit, et que chaque minute distraite, chaque énergie perdue à l'inutile, est une minute en moins. Pour ce qui compte vraiment, tu ne peux pas maîtriser ta vie si tu laisses ton énergie fuir par 1000 petits trous. Commence par observer. Qu'est-ce qui te vide, sans t'apporter un retour? Peut-être est-ce ce téléphone que tu consultes mécaniquement, ces réseaux sociaux qui t'agitent sans t'élever, ces conversations pleines de plaintes, de colère ou de bruit, ce désordre autour de toi qui te pollue sans que tu le vois. La première étape, c'est couper. Supprime les applications qui t'absorbent sans te nourrir. Éloigne-toi des personnes qui n'apportent ni écoute, ni vérité. Ferme la porte aux sollicitations qui n'ont rien à voir avec ton cap. Sois clair, sois ferme. La deuxième étape, c'est remplacer. Éliminer ne suffit pas. Il faut remplir le vide par quelque chose de mieux. Moins de bruit, oui, mais plus de lecture. Moins de notifications, mais plus de silence intérieur. Moins de dispersion,
mais plus d'intention. Enfin, il te faudra de la discipline, parce que tout ce qui draine est aussi ce qui flatte, la facilité, le confort, l'oubli de soi. Discipline ne veut pas dire rigidité, cela veut dire choisir consciemment, plusieurs fois par jour, ce que tu laisses entrer dans ton espace mental. Rappelle-toi, tout ce qui entre dans ton esprit y laisse une trace. Si tu veux être clair, fort et aligné, il faut protéger ton attention comme une ressource sacrée. La prochaine fois que tu ressens cette fatigue sans nom, cette lassitude diffuse, ne cherche pas une grande cause. Cherche les petites ouvertures et ferme-les. C'est là que commence la vraie énergie, dans ce que tu décides de ne plus tolérer. 6. Ne combats pas tes pensées négatives. Observe-les. Tu n'es pas ce que tu penses. Tu es celui qui pense. Certaines pensées apparaissent sans prévenir. Un doute soudain, une peur exagérée, un souvenir douloureux, une voix intérieure qui te rabaisse ou te prédit l'échec. Tu ne les as pas choisies, elles surgissent. Et trop souvent tu y crois. La réaction immédiate, c'est de lutter, d'essayer de les repousser, de les nier, de les écraser. Mais plus tu résistes, plus elles insistent. C'est une loi simple de l'esprit. Ce que tu combats, tu l'alimentes. Ce que tu fuis te poursuit. Les stoïciens n'étaient pas obsédés par la pensée positive. Ils étaient obsédés par la clarté. Et la clarté commence par un simple constat. Tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et cela change tout. Si une idée traverse ton esprit, je suis incapable, ça va mal se passer, je ne mérite pas. Tu as deux options. Soit tu la crois, soit tu la regardes passer, comme un nuage dans le ciel. Tu n'as pas besoin de la suivre, ni de la repousser, juste de la voir pour ce qu'elle est, un contenu mental, pas une vérité. C'est cette distance intérieure qui te rend libre. Tu n'as pas besoin de t'identifier à tout ce qui te traverse. Ce que tu ressens n'est pas toujours ce qui est réel. Ce que tu crains n'est pas toujours ce qui va arriver. Prenons l'exemple de Sophia. Avant une présentation importante, une pensée l'envahit. Tu vas échouer. Avant, elle aurait tenté de se convaincre du contraire, en se répétant des phrases positives. Mais cette fois, elle fait autre chose. Elle s'arrête. Elle respire. Elle pense. Une partie de moi a peur. C'est normal. Mais ce n'est pas moi dans ma totalité. La pensée passe. Et elle agit. Malgré elle. C'est cela. La posture stoïcienne, ne pas réagir à chaque bruit dans la tête, ne pas courir derrière les pensées agréables, ne pas fuir les désagréables, juste observer, laisser passer et rester centré sur ce que tu choisis de faire. La prochaine fois qu'une pensée négative surgit, ne cherche pas à la détruire, regarde-la en silence, dis-toi simplement, elle passera, et occupe-toi de ce que tu peux faire ici maintenant, car c'est là que réside ton véritable pouvoir. Décide, et tiens bon. Ce n'est pas la perfection qui te manque, c'est l'engagement. L'indécision a un prix silencieux, elle t'épuise sans bruit. Tu tournes en rond, tu analyses, tu doutes, tu attends le bon moment, la bonne réponse, la certitude. Mais pendant que tu pèses les options, la vie avance, et toi tu restes là, suspendu entre deux choix, paralysé par la peur de te tromper. Les stoïciens savaient que la clarté ne vient pas avant l'action, mais après. Ce n'est pas en pensant davantage que tu obtiens la vérité. C'est en marchant que tu vois le chemin. La perfection n'est pas un prérequis pour commencer. Elle est, au mieux, une illusion. Ce qui manque le plus souvent, ce n'est pas la bonne solution. C'est la capacité à s'y engager, à choisir une direction, même imparfaite, et à s'y tenir. L'engagement, ce n'est pas refuser de changer d'avis, c'est refuser de rester immobile. Prenons l'exemple de Karim. Il hésite depuis des mois à changer de travail. Il compare les offres, refait son CV 10 fois, consulte tout son entourage. Mais chaque nouvelle information crée plus de doutes, jusqu'à ce qu'il se rende compte que ce n'est pas la situation qui l'empêche d'agir, c'est la peur de faire une erreur irréversible. Ce jour-là, il décide, il choisit un poste, il avance, et même si les débuts sont incertains, il se sent enfin aligné avec lui-même. Les stoïciens voyaient l'indécision comme un dérèglement de la volonté. Ce n'est pas la complexité du monde qui te bloque, c'est ton refus de trancher. L'esprit préfère souvent rester dans l'analyse que risquer l'action. Et ce n'est pas là que l'on apprend. Décider, ce n'est pas tout contrôler. C'est accepter l'incertitude et avancer malgré elle. Et si tu dois corriger plus tard, tu corriges. L'essentiel est de ne pas rester figé. L'eau stagnante devient trouble. L'action, elle, est claire. La prochaine fois que tu hésites trop longtemps, rappelle-toi, tu peux passer ta vie à chercher le bon moment, ou la vivre. Prends une décision, une vraie. Avance. Et si tu te rends compte qu'il fallait ajuster le tir, alors tu le feras. Mais au moins, tu seras en mouvement. Ce n'est pas la perfection qui fait avancer, c'est le courage de s'engager.
8. Respire avant de réagir. Entre-stimule ces réactions. Place une pause. Ce silence, c'est là que tu reprends le pouvoir. Un mot de travers, une mauvaise nouvelle, un regard mal interprété. Parfois, il suffit d'un rien pour que tout bascule à l'intérieur. Le cœur s'accélère, la mâchoire se tend. Tu sens que la réponse arrive brutale, automatique. Tu vas parler trop vite, taper une réponse sèche, hausser la voix, et le regret suivra. C'est dans ces instants que les stoïciens placent une pratique fondamentale, la pause consciente, entre ce qui t'arrive et la manière dont tu choisis de répondre. Il existe un espace, un souffle, une fenêtre minuscule dans laquelle tu peux reprendre la main sur toi-même. C'est dans ce vide que se joue ta liberté. Ne pas réagir dans l'instant, c'est refuser d'être le jouet de tes impulsions. Les stoïciens n'ont jamais dit qu'il fallait tout contenir ou tout encaisser. Ils disaient simplement, agisse, ne réagis pas, car la réaction est instinctive, guidée par l'émotion du moment. L'action, elle, naît d'un choix lucide. Ce choix commence souvent par un acte physique, respirer, rien de spectaculaire, mais profondément transformateur. Une inspiration lente, une courte rétention, une expiration plus longue. Cette respiration ne change pas le monde, mais elle change ton état intérieur, et cela suffit. Prenons l'exemple d'Élise. En réunion, un collègue la critique injustement. Elle sent l'élan de répondre sur le ton de l'agacement. Mais au lieu de réagir immédiatement, elle inspire profondément. Ce geste lui donne quelques secondes de recul. Ce qu'elle dira ensuite ne viendra plus de la colère, mais de la clarté. Elle garde sa dignité, et sa parole touche plus juste. Ce n'est pas de l'inaction, c'est de la maîtrise. Car dans ce bref silence, tu ne fais pas rien, tu choisis ta réponse. Tu décides si cela mérite une parole, un geste, ou simplement un retrait. Cette pratique devient une force immense dans un monde où tout va vite. Elle t'empêche de répondre à la pression, par la pression, à l'agression par l'agressivité. Elle fait de toi quelqu'un qui agit depuis un centre stable, non depuis le tumulte. Alors, la prochaine fois que quelque chose vient te heurter, ne réponds pas tout de suite. Respire, laisse passer la première vague, et dans le calme retrouvé, choisis ce que tu veux faire, dire ou ne pas faire du tout. C'est là, dans cette pause infime, que se joue la différence entre la réaction automatique et la liberté intérieure. 9. Protège ton environnement mental. Tu absorbes ce qui t'entoure, choisis ce que tu consommes, choisis avec qui tu parles. Le calme extérieur nourrit le calme intérieur. Tu fais attention à ce que tu manges, à ce que tu portes, à ce que tu dépenses, mais fais-tu attention à ce que tu laisses entrer dans ton esprit. Ton environnement ne se limite pas aux objets ou aux lieux. Il est aussi constitué de mots, de sons, de attitudes, d'informations, de visages. Ce que tu entends, ce que tu lis, ce que tu regardes, ce que tu tolères au quotidien. Tout cela te façonne, silencieusement. Les stoïciens étaient très attentifs à ce qu'ils appelaient l'hygiène de l'âme. Ils savaient que la paix intérieure n'est pas qu'un état mental. Elle est aussi une conséquence directe de l'environnement dans lequel tu évolues. Vivre dans un espace bruyant, réactif, toxique ou dispersé te rend instable, même si tu as de bonnes intentions. L'inverse est vrai aussi. Un cadre clair, sobre, calme, soutient ta clarté intérieure. Regarde autour de toi. Y a-t-il des sources de bruit constant, des conversations superficielles qui t'épuisent, des contenus que tu consultes sans y penser? Chaque détail compte. L'esprit est poreux. Il capte, retient, imite. Prenons l'exemple de Romain. Chaque matin, en se réveillant, il consulte les réseaux sociaux. Résultat, dès 7h, il se sent agité, comparé, bousculé. Il pense que c'est normal. Mais le jour où il commence à remplacer ses 20 premières minutes par de la lecture calme, de l'écriture ou du silence, tout change. Il ne fuit pas la réalité. Il choisit avec quoi il la commence. Le même principe s'applique aux relations. Tu n'as pas à entretenir des liens qui te tirent vers le bas. Une personne négative, constamment dans la plainte ou la provocation, n'est pas neutre. Elle agit sur toi. Tu peux faire preuve de compassion sans te rendre disponible à tout. Être stoïcien, c'est aussi savoir poser des frontières claires pour préserver sa paix. La discipline n'est pas seulement intérieure. Elle est dans les choix que tu fais au quotidien. Ce que tu écoutes, ce que tu regardes, ce à quoi tu dis oui, ce que tu refuses de nourrir. Tu veux être plus serein. Commence par observer ce qui te nourrit et ce qui te vide. Ajuste ton environnement comme un jardin. Retire les mauvaises herbes. Arrose ce qui t'élève. Parce qu'un esprit calme commence toujours par un lieu, une ambiance, une fréquence. Choisis avec attention. Dramatise ta peur jusqu'à ce qu'elle devienne ridicule. Ta peur veut se faire passer pour un tyran. Tourne-la en clown. Certaines peurs paralysent. Elles te semblent sérieuses, puissantes, immenses.
elles prennent de la place dans ta tête. Elles parlent fort. Tu leur obéis sans t'en rendre compte. Tu évites, tu repousses, tu restes silencieux. Pas parce que tu ne sais pas quoi faire, mais parce que tu crois à la mise en scène de ta peur. Les stoïciens proposaient un remède inattendu. Rendre cette peur grotesque, la regarder avec exagération volontaire, la pousser jusqu'à l'absurde, jusqu'à ce que sa forme te fasse sourire, ou même rire. Car en réalité, la peur survit dans le flou. Tant qu'elle reste vague, elle semble invincible. Mais dès que tu la définis, dès que tu oses imaginer en détail le scénario que tu redoutes, elle commence à perdre de sa force. Prenons l'exemple de Nadia. Elle a peur de prendre la parole en public. Une peur classique, mais lourde. Alors elle suit le conseil d'un vieux philosophe. Elle dramatise, elle s'imagine trébucher, dire un mot absurde, que la salle éclate de rire, et qu'un hélicoptère débarque sur scène pour l'évacuer. Ce jeu mental la fait sourire, et dans ce sourire, la peur se détend. Pourquoi cela fonctionne? Parce que tu reprends la main, tu passes du rôle de victime silencieuse à celui d'observateur. Tu ne nies pas la peur, tu la regardes, tu l'exagères, et soudain, elle n'a plus ce pouvoir absolu qu'elle prétendait avoir. Sénèque appelait cela la prévisualisation négative. Imaginer le pire pour ne plus le craindre, mais dans sa forme la plus légère. Cette pratique devient presque comique. Tu changes le ton, tu changes le cadre, et tu fais tomber le masque tragique que ta peur portait. Alors la prochaine fois qu'une peur te prend à la gorge, assieds-toi, écris-la, amplifie-la, tourne-la en dérision. Que se passerait-il vraiment? Et si tout allait de travers, jusqu'au ridicule? Tu verras que derrière l'ombre du tyran se cache souvent un fantôme fragile. Rire ici n'est pas une fuite, c'est un acte de souveraineté intérieure. Quand tu peux sourire devant ce qui te faisait trembler, tu redeviens libre, et cette liberté est ton terrain d'action le plus puissant. Tu viens de traverser 10 leçons, 10 invitations à ralentir, observer, décider autrement. Rien de spectaculaire, rien de magique, juste des principes simples, éprouvés depuis des siècles. Les stoïciens ne cherchaient pas à fuir la réalité, ils voulaient l'affronter, mais sans se perdre dans le bruit, l'orgueil ou la peur. Ce qu'ils proposaient, c'était une forme de force tranquille, une stabilité intérieure qui ne dépend ni des circonstances, ni des humeurs du monde. Tu n'as pas besoin d'appliquer tout de suite. Commence par une seule idée, une pratique, une respiration, un changement d'attitude. Observe ce que cela transforme en toi. Le calme n'est pas une absence d'émotion, c'est une présence pleine, lucide, face à ce qui est. C'est le choix de ne pas s'effondrer, même quand tout vacille. C'est l'art de voir clair, là où d'autres paniquent. Et ce choix, tu peux le faire, pas demain, pas quand tu auras tout réglé. Maintenant, tu n'as pas besoin que la vie soit plus douce, tu as besoin d'être plus ferme, plus souple, plus aligné, car ce n'est pas le monde qui doit changer pour t'apaiser. C'est toi qui peux devenir plus paisible au cœur du monde.